Bonjour Franck Duchesne, tu es doctorant en sciences politiques à l'Université de Nanterre et tu as coordonné récemment avec Nicolas Tarditz le dossier Parlement et autoritarisme dans le numéro 411 de notre revue La Pensée. Tu as aussi écrit dans ce numéro un article sur la création du Sénat du Premier Empire. Alors, qu'est-ce que l'étude du Sénat du Premier Empire peut nous apprendre sur le rôle d'une assemblée à l'époque ou aujourd'hui? Une des idées importantes, à mon sens, à souligner, consiste à revoir du coup l'importance de l'étude des attributions constitutionnelles d'une institution d'État, qu'elle soit parlementaire ou non d'ailleurs. Ces attributions constitutionnelles ne déterminent pas exactement l'action réelle de l'institution, autrement dit, la manière dont les prérogatives sont concrètement appliquées. Elles ne prédisent pas non plus exactement sa fonction ou sa place réelle dans l'ordre social. Et même, ce sont parfois plutôt les fonctions constitutionnelles qui évoluent dans le temps pour coller à la réalité de ce que devient l'institution en pratique, dans la pratique concrète de ce qui se passe en politique. Et dans le cadre des États autoritaires, en fonction des cas, on est souvent frappé par un paradoxe récurrent en ce qui concerne l'importance constitutionnelle que peuvent prendre des assemblées qui sont soumises dans les faits. En fait, le Sénat de l'Empire, il ne fait pas exception de ce point de vue-là. Paradoxalement, plus l'institution est dominée par l'empereur, plus ses attributions constitutionnelles augmentent formellement. Et pour comprendre ce paradoxe, ce que j'ai fait, c'est qu'il faut essayer de se détacher d'une analyse strictement politique qui prendrait les idées constitutionnelles trop au sérieux, les idées politiques trop au sérieux. En étudiant les origines sociales et les parcours des différents sénateurs, on s'aperçoit qu'ils sont moins soumis à l'empereur que solidaires des actions qu'ils entreprennent en la faveur de ceux qui sont comme les sénateurs, à savoir des propriétaires, des juristes, des administrateurs et des scientifiques. Ici, leur impotence politique sert leur importance sociale. Leur intérêt consiste moins à soutenir ce régime que n'importe quel régime qui choisirait de conserver l'ordre économique et social. En fait, on en retrouve même beaucoup qui servent le roi dans le régime suivant, pour cette raison-là. Alors, s'ils ont intérêt à faire persévérer l'ordre social et qu'ils seraient donc favorables, quoi qu'il arrive, à ce que propose le régime napoléonien, quelle est l'utilité de cette assemblée qui dispose de pouvoirs constitutionnels assez formels? Ouais. Napoléon Bonaparte, il est souvent perçu comme le personnage central et omnipotent du consulat de l'Empire, et c'est plutôt normal. Aujourd'hui, des associations s'évertuent à faire vivre sa mémoire et rendent assez difficile l'analyse de cette période en ajoutant une lecture très politique, du coup, comme on l'a dit, une lecture très personnalisée et charismatique du régime. Et on touche ici au problème de la légitimité du régime napoléonien qui a tenu en grande partie, semble-t-il, sur le charisme du personnage de Napoléon. Alors, on pourrait discuter des raisons de la légitimité du pouvoir impérial et de son étendue. Mais moi, dans mon article, j'essaie plutôt de m'intéresser à la pratique concrète de légitimation dont les sénateurs sont partie prenante comme agents représentatifs du pouvoir en place. Par leur place et leur insertion dans les réseaux locaux, dans les départements par exemple, ils sont amenés à côtoyer les élites du coin avec lesquelles ils entretiennent des échanges. Et dans mon article, j'aborde deux cas, assez brièvement, où les sénateurs, sans le vouloir expressément, contribuent à rendre le régime acceptable, et ça passe par des rituels symboliques d'échange de dons et de contre-dons, lors notamment de grands dîners où le sénateur, qui est associé dans sa figure à Napoléon, promet de sa part une attention particulière à même de favoriser l'économie, encore une fois, d'un département ou d'une ville. Et de cette manière, même si ce n'est pas dans leur attribution constitutionnelle, ce rôle est important pour faire exister le régime dans toutes les localités de l'Empire. Alors, entre le Sénat impérial et le Sénat d'aujourd'hui, bien sûr, tous les deux participent à la fabrique des lois, mais au-delà de ça, est-ce qu'ils ont une importance et un rôle similaire sur le plan social? Est-ce qu'on peut les comparer? Voilà. L'intérêt d'une telle comparaison historique, ce serait, du coup, à mon sens, de changer le regard sur nos institutions auxquelles nous sommes, auxquelles nous sommes habitués. Il y a eu un petit problème. Bon. Les sénateurs de l'Empire, ils portent un costume qui est très ancien régime, avec un chapeau très, très brodé, avec une épée, etc. Et leurs attributions, elles sont différentes de nos sénateurs. Même s'ils sont situés au Palais du Luxembourg, ils ressemblent plus au Conseil constitutionnel,
dont le rôle est de vérifier la constitutionnalité des lois et valider les actes importants. L'étude du Sénat permet en fait de s'interroger sur l'importance plus grande que l'on croit que revêtent les symboles et actes d'État qui circulent d'une institution à l'autre. Si un symbole est contesté dans un État, tout le reste est susceptible d'être entaché. Par exemple, lors de l'investiture d'Emmanuel Macron, c'est le président du Conseil constitutionnel qui formellement le proclame président. Et c'est la même chose pour les sénateurs de l'Empire qui valident les plébiscites et proclament Napoléon empereur. Le Conseil constitutionnel, dont les membres ne sont pas élus mais nommés, comme les sénateurs de l'Empire, souffre d'une même méconnaissance, alors même que dans l'ordre de l'analyse du fonctionnement de l'État, leur importance est absolument déterminante, autant que sous l'Empire. Mais, comme à la chute de l'Empire, on ne se rendra compte de leur place décisive pour basculer dans un régime ou l'autre qu'en cas de crise majeure. Donc peut-être faudrait-il s'y intéresser dès maintenant. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Franck Duchesne et on retrouve de façon détaillée ton article dans le numéro 411, aussi bien en commande de la Fondation Gabriel Péri pour la version imprimée que sur Cairn. Merci, à bientôt. Très bien, merci.